Salut à tous et bienvenue dans la partie 4 de notre série projet Power BI de A à Z. Si vous avez suivi la partie 3, vous avez maintenant 5 tables propres et prêtes à l'emploi. Faisons un récap rapide. Nous avons d'abord Customer, nos clients, Date, notre calendrier complet, Market, nos zones géographiques, Product, notre catalogue de produits, Transaction, nos 148 000 ventes avec montant, quantité et coût. Mais il y a un problème, ces tables sont encore isolées, elles ne se parlent pas entre elles. Power BI ne sait pas que Customer Code dans Transaction correspond au client dans la table Customer. Aujourd'hui, on va relier intelligemment pour créer ce qu'on appelle un star schéma, le modèle de données le plus utilisé en Business Intelligence. Et je vais vous montrer pourquoi c'est absolument crucial pour créer un dashboard performant. Sans un bon modèle, vos dashboards seront lents, incohérents et difficiles à maintenir. On va également créer nos deux premières mesures d'AS, total revenu et total profit. Ce sont les fondations de toutes vos analyses futures. Allez, c'est parti. Avant de plonger dans Power BI, prenons 2 minutes seulement pour comprendre ce qu'est un star schéma. C'est simple, mais c'est la base de tout ce qu'on va faire maintenant. Dans un star schéma, vous avez une table centrale qu'on appelle la table des faits, ou fact table en anglais. Cette table contient vos transactions, vos ventes, vos événements, bref, tout ce qui se passe dans votre business au quotidien. Sur A-Click, notre table de faits, c'est transactions. Nos 148 000 ventes avec les montants, sale amount, normalise amount, les quantités, les coûts. Autour de cette table centrale, vous avez des tables de dimension ou dimension table. Ces tables décrivent le contexte de vos transactions. Elles répondent aux questions: qui a acheté, table customer, nom du client, le type de client, quand a-t-il acheté, pour faire référence à table date, pour savoir par exemple l'année, le mois, le jour ou le trimestre. Où a-t-il acheté, pour faire référence à la table market, ville, zone géographique. Quoi a-t-il acheté, pour faire référence à la table product, nom du produit, type de produit. Et on relie tout ça par des relations basées sur des clés communes. Par exemple, la table transaction a un champ customer code, exemple cust 001. La table customer a aussi un champ customer code. En les reliant par cette clé commune qui est customer code, Power BI saura maintenant que la transaction avec par exemple mon cust 001 appartient au client ici. Mais la question qu'on va se poser maintenant, c'est pourquoi ce modèle s'appelle star schéma. Parce que tout simplement, vu d'en haut, ça ressemble à une étoile, une table au centre, plusieurs branches autour. Mais l'avantage avec, c'est tout d'abord la performance. Power BI adore ce modèle. Les calculs sont ultra rapides car il sait exactement où chercher les données. La deuxième raison ici, c'est la simplicité. C'est facile à comprendre et à maintenir. Même dans 6 mois, vous comprenez immédiatement comment votre modèle fonctionne. Et la troisième raison, c'est la flexibilité. Vous pouvez analyser vos ventes sur tous les angles. Vente par client, vente par mois, vente par zone géographique, vente par produit et par client et par mois. Tout est possible une fois que vos relations sont en place. Bon, assez de théorie. Maintenant, nous allons passer à la pratique dans Power BI. C'est là que la magie opère. On est maintenant dans Power BI Desktop avec nos 5 tables importées dans la partie 3. Pour créer notre modèle, on va dans la vue modèle. C'est la troisième icône sur la gauche, celle avec les 3 petits carrés reliés. Je clique dessus. Vous voyez maintenant vos 5 tables disposées sur l'écran. Chez moi, elles sont un peu dispersées dans tous les sens. Je vais les réorganiser pour que ce soit plus clair et qu'on voit bien notre forme d'étoile. Voilà, ça ressemble déjà à notre schéma d'étoile. C'est beaucoup plus clair comme ça. Regardez attentivement la table de transaction. Vous voyez ces colonnes: Customer Code, Market Code, Product Code, Audit Date. Ce sont nos clés étrangères ou en anglais Foreign Key. Ces clés sont comme des points qui vont nous permettre de créer les relations vers nos tables de dimension. Maintenant, regardez la table Customer. Elle a aussi un Customer Code. C'est notre clé commune. Et elle a des informations supplémentaires comme Customer Name et Customer Type. C'est ça une table de dimension. Elle enrichit nos transactions avec du contexte. C'est pareil pour les autres tables. Date contient hier, month, date pour analyser dans le temps. Market ici contient market name, zone pour analyser par zone géographique. Ici, on a aussi product qui contient product code et product type pour nous permettre d'analyser par catégorie. Vous voyez le principe. Les transactions seules ne disent pas grand chose, mais une fois reliées aux dimensions, elles deviennent riches d'informations. Ok, maintenant que notre disposition est claire, nous allons créer nos différentes relations. C'est parti pour la partie la plus importante. On va créer 4 relations une par une et je vais vous expliquer chaque paramètre en détail. On commence par relier nos transactions à nos clients.
C'est la relation la plus logique. Chaque vente appartient à un client. Je clique sur la colonne Customer Code dans la table Transaction et je maintiens le clic et je glisse vers la colonne Customer Code dans la table Customer. Vous voyez le rectangle qui se forme, je lâche. Une fois c'est fait, Power BI ouvre automatiquement la fenêtre de configuration de relation. Regardez ce qu'il a détecté automatiquement. À partir de la table Transaction, colonne détectée ici, Customer Code. Ici, vers la table Customer. Colonne détectée ici, on voit automatiquement qu'il a choisi Customer Code, exactement comme ce que nous avons fait manuellement. Donc, et en dessous, regardez la cardinalité qui a été détectée, many to one, ou encore en français, plusieurs à un. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un client peut avoir plusieurs transactions, mais une transaction appartient à un seul client. Vous voyez que c'est logique. Par exemple, la boutique X a fait 50 achats. Vous voyez, mais chaque achat spécifique n'appartient qu'à un seul client. Deux autres paramètres importants. Direction du filtre croisé à sens unique. C'est ce qu'on veut exactement. Ça veut dire que si je filtre un client, ça va automatiquement filtrer cette transaction, mais pas l'inverse. Ici encore, nous allons venir ici, rendre ces relations actives. On clique sur cocher également. C'est absolument crucial. Une relation active égale à Power BI l'utilise automatiquement dans vos calculs. Tout est parfait maintenant. Je clique sur enregistrer ici. Boum. Première relation créée. Vous voyez cette ligne qui relie Customer à transaction. C'est notre relation active. Elle est solide, pas en pointillé. Ce qui confirme qu'elle est bien active. Si je fais propriété par exemple, je clique et je rends inactif. Automatiquement, vous voyez que nous avons des pointillés. Et une fois qu'on voit les pointillés, cela veut dire que les deux relations ne sont pas actives. Donc dans ce cas, on clique droit et propriété et on rend la relation active. Et là maintenant, on pourra utiliser cette relation dans nos différents calculs. Même principe, on relie les transactions au produit. Donc pour cela, on va prendre d'abord ici, on va chercher product code, on va cliquer, une fois cliqué, on relie vers product code dans produit et on lâche. Automatiquement, qu'est-ce qu'il a fait ici? À partir de la table, nous avons bien les transactions, il a bien sélectionné la colonne product code, la cardinalité ici, plusieurs à 1, ce qui est juste. Direction du filtre croisé à sens unique, c'est exactement ce qu'on veut et on clique sur enregistrer. Continuons avec les marchés géographiques. À présent, nous avons 3 relations déjà réalisées. Il ne reste plus qu'une relation. Attention, celle-ci est un peu différente. Je prends order date dans transaction et je vise la colonne date dans la table date ici, voilà, qui contient la date complète. Je lâche. Même configuration, on va s'assurer qu'on est bien sûr la cardinalité plusieurs à 1. Direction du filtre croisé à sens unique. Une fois tout est enregistré, on clique sur enregistrer ici. Et voilà, notre star schéma est complet. Vous voyez la forme d'étoile maintenant, transaction au centre avec ces 4 branches. Maintenant qu'on a nos 4 relations, on va les optimiser. C'est cette étape qui fait la différence entre un modèle amateur et un modèle professionnel. Je clique sur gérer les relations. Vous voyez, une fois c'est fait, voilà, vous voyez la liste de toutes les relations qui ont été créées. On a au total 4 relations qui ont été créées. Elles sont toutes actives. Ici, regardez la sélection cardinalité. On voit ici, c'est marqué plusieurs à 1. C'est ce qu'on veut. Le symbole ici, étoile, est du côté de transaction. Plusieurs. Et le symbole 1 est du côté de customer. Ici, voilà, ça signifie plusieurs transactions pour un client. C'est-à-dire plusieurs transactions pour un client. Ici, on a plusieurs transactions pour un marché. On a plusieurs transactions pour une date. Vous voyez ici, on a plusieurs transactions pour un produit. Dans 90% des cas dans un star schéma, si jamais vous voyez many to many ou bien plusieurs à plusieurs, attention, ça peut créer des ambiguïtés dans vos calculs et ralentir considérablement votre modèle. Plusieurs à plusieurs n'est utilisé que dans des cas vraiment spécifiques qu'on verra certainement dans la partie avancée. Toujours dans la fenêtre d'édition, regardez ici, direction du filtre croisé. On a sens unique ici, c'est parfait. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela veut dire que les filtres se propagent dans un seul sens, de la dimension vers les faits. Exemple concret, si je filtre le client, par exemple X boutique dans mon dashboard, Power BI va automatiquement filtrer toutes les transactions de X boutique. Mais l'inverse ne se produit pas. C'est exactement ce qu'on veut dans un star schéma. Ici encore, quand on clique ici, nous avons à double sens. Les filtres ici vont se propager dans les deux sens. À éviter. Pourquoi? Ça peut créer des boucles infinies. Ça cause très souvent des erreurs de calcul. Et encore plus même, ça va ralentir énormément la performance de votre tableau de bord. Cette case doit toujours être cochée pour toutes vos relations principales afin que Power BI l'utilise automatiquement dans vos calculs
et vos visuels. Une relation inactive ou encore case décochée donne un message clair à Power BI d'ignorer, sauf si vous la forcez explicitement dans une formule DAX avancée. Je vérifie rapidement les trois autres relations ici. Notre modèle est maintenant optimisé pour les meilleures performances possibles. À présent, on va aller dans nos rapports ici pour créer un visuel simple afin de tester nos différentes relations. Je vais créer un tableau simple avec les noms de marché depuis la table Market et le chiffre d'affaires total depuis la table Transaction. Si notre relation Transaction Market fonctionne bien, Power BI va automatiquement regrouper les ventes par marché. Alors, je prends Market Name dans la table Market et je glisse sur le canevas. Power BI crée automatiquement un tableau où vous voyez les noms des marchés ici. Maintenant, je vais aller dans la table Transaction. Je vais chercher Normalize Amount ici et je glisse dans le champ juste en dessous de Market Name. Et voilà, regardez ce qui s'est passé. Power BI a automatiquement regroupé les ventes par marché. Si jamais on désactive cette relation par exemple ici, vous allez voir que ça ne sera plus possible parce qu'il ne va plus faire le lien entre Customer Code ici et ce marché. Donc ici automatiquement il y aura un problème ici, vous voyez. Comme je le disais, sans la relation Power BI n'aura aucune idée de comment relier ces deux tables. Mais grâce à notre clé commune Market Code, il sait exactement quelle transaction appartenant à quel marché. Notre relation fonctionne correctement. Alors maintenant, je vais supprimer ce visuel test. On n'en a plus besoin. C'était juste pour valider notre relation ici. Vous pouvez faire le même test avec les autres relations si vous voulez. Customer, Product, Date, elles fonctionnent toutes. Notre modèle ici maintenant est validé. Je vais supprimer ici. Aujourd'hui, on va créer deux mesures très simples mais essentielles qui sont total revenu, qui est notre chiffre d'affaires total, et total profit, qui est notre profit total. Ces deux mesures sont la base de toutes vos analyses futures. Je sélectionne la table transaction. C'est dans cette table qu'on va créer notre mesure. Clic droit et nouvelle mesure. Power BI ouvre automatiquement la barre de formule. Il me donne un nom par défaut, mesure. Et maintenant, je vais remplacer ça par un nom explicite. Je tape total revenu. Espace égal à somme. Parenthèse maintenant. Ici, je dois spécifier quelle colonne je vais sommer. Ici, je vais sommer le chiffre d'affaires, mais attention à quelle colonne utiliser. On a deux colonnes dans la transaction. Rappelez-vous la partie 3, on a normalisé toutes les devises, donc on va utiliser Normalize Amount pour avoir les totaux cohérents. Donc ici, on va prendre Normalize Amount. Donc je vais cliquer transaction et je clique sur Normalize Amount et je ferme la parenthèse. J'appuie sur Entrée pour valider. Boum, notre première mesure est créée ici. Total revenu avec une petite colonne calculatrice à côté. Cette icône confirme que c'est une mesure, pas une colonne. Deuxième mesure que nous allons créer maintenant, c'est le profit total. Je vais faire un clic droit, nouvelle mesure. Ici, je vais sommer la colonne profit amount qu'on a créé dans la partie 3. Donc pour cela, je vais taper profit. J'appuie sur Entrée. Deuxième mesure créée ici. On a maintenant nos deux KPI fondamentaux. Testons rapidement que nos mesures fonctionnent. Je vais dans le panneau visualisation, je clique sur 4 ici. Voilà. Je prends maintenant ici total revenu que je vais glisser directement dans le visuel. Et voilà, notre chiffre d'affaires est de 985 millions. C'est le total de nos 148 000 transactions, toutes devises normalisées. Je crée maintenant une deuxième case à côté et je mets total profit. Et ici, comme vous pouvez le voir ici, nous avons 24,66 millions de roupies indiennes ici. Dernière étape, on va formater proprement ces mesures pour qu'elles soient faciles à lire. Alors là, je vais cliquer maintenant sur total revenu. Je vais dans l'onglet ici, voilà, outils de mesure ici. Puis je clique sur le menu déroulant ici. Voilà, et je vais chercher maintenant devises. Je clique sur devises. Une fois c'est fait maintenant, je vais venir sélectionner ici maintenant roupies indiennes. Je vais chercher ici. Ok. Maintenant, je vais venir dans décimal ici, je vais mettre 0. Et là maintenant, on est bon. Regardez, les cartes, elles affichent maintenant 985 millions de roupies indiennes. Et c'est beaucoup plus lisible ainsi. Avant de conclure, je vais vous partager quelques bonnes pratiques professionnelles que j'utilise dans tous mes projets Power BI. Ces vont vous faire gagner un temps fou. La bonne pratique numéro 1 consistera à documenter vos différentes mesures. C'est-à-dire déjà nous allons ajouter des descriptions à vos mesures pour que vos collègues et vous peut-être dans 6 mois comprennent leur logique.
Déjà pour cela, nous allons venir ici déjà dans, par exemple, profit total, ici, voilà. Nous allons venir dans vue modèle, développer propriété ici. Et puis nous allons maintenant chercher notre mesure profit total. Une fois que je clique ici, dans le champ description, voilà, nous pouvons ajouter les informations dont on a besoin, par exemple, pour plus tard. Mais maintenant, quand quelqu'un survolera cette mesure dans Power BI service ou dans l'interface, il verra cette description. C'est super utile dans un contexte d'équipe. Mais si vous travaillez avec des millions de lignes, voici 3 règles d'or. 1. Utiliser des relations one-to-many ou plusieurs à 1. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Many-to-many ou plusieurs à plusieurs ralentit énormément. 2. Préférez les mesures aux colonnes calculées. Les mesures, ce qu'on vient de créer, sont calculées à la volée et sont plus performantes. Les colonnes calculées sont stockées dans le modèle et prennent encore plus de place. Vous voyez, imaginons nous avons des millions de données, donc ça va encore surcharger encore la place dans notre projet. 3. Importez seulement les colonnes nécessaires. Ne chargez pas toutes les colonnes de vos bases de données. Si vous n'en avez besoin que de 5, alors importez juste 5. On verra l'optimisation avancée dans les parties suivantes, mais retenez ces 3 principes dès maintenant. Notre modèle de données est maintenant la fondation de tout ce qu'on va construire dans les parties suivantes. Si cette vidéo vous a aidé, likez pour soutenir la série. Ça aide énormément l'algorithme de YouTube à montrer cette vidéo à d'autres personnes qui en ont besoin. Merci d'avoir suivi cette partie 4. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour recréer nos premiers dashboards. D'ici là, pratiquez, explorez votre modèle et amusez-vous avec Power BI. À très vite.